Bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Comment ça pourrait être mieux. Aujourd'hui, je reçois Natacha Azrak, qui est praticienne dans l'approche de la médecine fonctionnelle. Bonjour Natacha. Oui, bonjour Simon. Merci de Content de te m'avoir voir. invité. Ben, ça me Oui, fait contente aussi. plaisir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ça fait Alors, plaisir. ben Ouais. oui, moi j'ai connu Natacha il y a quelques années. Lorsque je suis allé, j'ai approché la clinique Vie pour à Laval, dans le fond, pour un suivi en Ouais. santé. Puis là, je trouvais que c'était tellement une belle approche que c'était très à propos de recevoir au podcast. Alors, sans plus tarder, Natacha, pourquoi tu ne te présentes pas un petit peu en nous parlant de c'est quoi un peu ton parcours, qu'est-ce qui t'a amené à tomber en amour avec la santé, puis à vouloir aider les gens là, à travers tout ça? Ouais. Ben moi, c'est quand même assez drôle parce que moi, j'ai commencé un peu dans le domaine de la nutrition. Donc, j'ai fait mon bac à l'Université McGill en nutrition et ça a été quand même très intéressant parce que dès que j'ai commencé à apprendre tout ce qui était nouveau pour moi, c'était vraiment quelque chose qui était comme un sujet passionnant. Et j'ai toujours pensé que la prévention, c'était ce qu'il fallait faire. Hein. Si on investit au début, qu'on verrait un peu des résultats plus tard, donc le plus jeune qu'on le fait, le mieux. Et donc, pour moi, Mhm. l'alimentation rentrait en ligne là-dedans. Donc, très rapidement, quand j'ai commencé mon bac, j'ai commencé à appliquer pas mal tout ce que j'apprenais qui était, OK, compter les portions, et c'était beaucoup à propos des calories aussi. Et dans les premiers mois, disons, de ma formation en nutrition, j'ai commencé un peu à me sentir de plus en plus serrée dans mes pantalons, surtout que un des gros messages en nutrition, c'était que le petit déjeuner, c'est le repas le plus important. Et moi, toute mon enfance, j'avais jamais vraiment petit déjeuner. Et donc là, je commençais à être de plus en plus serrée. Je comprenais pas trop pourquoi. Puis j'avais jamais eu de problème de poids dans mon enfance. Donc là, je Mhm. savais pas. Puis là, je commençais à être de plus en plus stricte au niveau de mon alimentation. Je comptais les calories, j'enlevais le gras, etc. Puis c'est comme si ça fonctionnait pas. Le poids que j'avais pris, j'étais pas capable de le reperdre, mais pour moi, c'était pas si important que ça. Donc je continuais, je me disais bon, ça va juste prendre un peu plus de temps, etc. Et rendue à ma quatrième année d'université, j'ai fait un cours de leadership et il y avait quelqu'un qui était assis à côté de moi hein, qui s'appelait Philippe, puis qui me disait ah, qu'est-ce que tu fais? Il me demande si on apprenait à se connaître. Et là, je disais j'étudie en nutrition. Puis là, tout d'un coup, il me regarde comme ça, puis il me fait ah, toi, tu connais rien en nutrition. Mon père, c'est le docteur Brouillard, puis il pourrait t'apprendre une chose ou deux. Là, je suis comme, c'est qui cet arrogant? J'ai été à la meilleure université au Canada pour qu'il se prend. C'est quoi cette approche de médecine fonctionnelle? Là, j'ai commencé à regarder un peu sur Internet. Je lui prouvais qu'il a tort. Et donc là, en gros, après plusieurs heures de recherche de c'était quoi un peu cette approche, je tombe un peu sur un vidéo d'un TED Talk d'un médecin qui s'appelle Dr. Hyman et qui montrait un peu que la médecine fonctionnelle, c'était l'approche du pourquoi et non du quoi. Que c'était moins important de savoir qu'est-ce qu'on a, mais pourquoi qu'on l'a. Et là, il montrait une étude de cas d'un enfant qui avait un TDAH, qui avait comme autour de 10-12 ans. Il n'y avait pas juste un TDAH, il y avait des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des problèmes d'allergie. C'était quand même plusieurs problèmes, très jeunes. Et moi, c'était un peu ça qui me passionnait. Hein, le plus tôt qu'on peut faire la prévention, le mieux. Donc là, je vois des problèmes de santé chez cet enfant-là. Et qu'après, il explique qu'en faisant des changements alimentaires et avec l'approche de médecine fonctionnelle, il a été capable de 2 mois plus tard, se retrouver avec plus aucun symptôme. Cet enfant était aussi sur une dizaine de médicaments, comme après 2 mois, qu'il n'y avait plus rien besoin. Et en plus, il a montré l'écriture de l'enfant sur un de ses devoirs avant et après les 2 mois. Puis là, on voyait clairement que c'était la même écriture, mais elle était vraiment plus posée la deuxième. Ah, ça se fait avec l'alimentation. C'est comme, c'est quoi cette approche? Là, je commence à chercher, à faire des recherches. C'est quoi cette approche? Mhm. Là, je vois qu'ils ont comme une certification pour professionnels de la santé. Et donc, en gros, le nom de l'approche s'appelle médecine fonctionnelle, mais c'est pas de la médecine en tant que telle. C'est vraiment comme une différente façon de voir les choses. Donc, un peu comme ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est de chercher un peu la cause, le pourquoi. Et donc, en fait, c'est une approche qui va beaucoup évaluer le microbiote
nos hormones, etc. Puis en fait, moi, quand j'ai vu qu'il y avait une certification, je me suis dit, bah, si je veux être une bonne nutritionniste, je veux savoir c'est quoi. Donc là, je me suis inscrite. Et à la première, un peu le cours d'introduction, j'arrive là. Et il commence un peu à nous faire les premiers outils un peu de base pour évaluer c'est quoi la cause du problème d'une personne. Ils nous les font faire sur nous-mêmes. Et donc là, je commence un peu à répondre aux questions. Il nous dit, OK, est-ce que ta mère avait des problèmes digestifs avant de tomber enceinte de toi? Je suis comme, je sais pas. Est-ce que ta mère avait des problèmes digestifs pendant la grossesse? Je sais pas. Est-ce que t'es née par voie naturelle ou césarienne? Je suis comme, OK, naturelle, ça je le sais. Est-ce que tu as été allaitée? Je suis comme, je crois. Est-ce que toi, tu avais des problèmes digestifs? Et là, j'ai comme, oui, moi, c'était l'histoire de ma vie. J'étais tout le temps en constipation, diarrhée, gros ballonnement. On faisait des compétitions de pète avec mes frères. C'était vraiment... Et c'était pour moi, on était parti d'un spécialiste à l'autre, tout revenait normal. Donc, je me disais, bon, c'est ça. Puis surtout, d'avoir étudié en nutrition, il y avait beaucoup un peu des données qui nous montraient qu'il n'y avait pas vraiment de lien entre les maladies digestives et l'alimentation, puis qu'il fallait juste, si jamais on avait une maladie plus inflammatoire ou quoi que ce soit, comme la colite ulcéreuse ou la maladie de Crohn's, les seules alternatives, c'était les anti-inflammatoires pour éliminer l'inflammation. Donc ça, c'était un peu ce qu'on avait appris. Puis pour moi, un peu, c'était comme si, OK, parce que tu sais, quand on est en train de faire notre bac, c'est vraiment beaucoup de pression avec les stages dans les hôpitaux, etc. On ne se pose pas plus de questions. On se dit, bon, OK, nous montre les données via la science, puis on pense que c'est comme ça. Et après, dans les autres questions qui étaient posées, c'était est-ce que tu avais de la douleur? Et moi, je souffrais de migraine dans mon enfance. Même chose aussi, on allait d'un spécialiste à l'autre, des exercices de la médication, etc. Tout genre d'essais, puis rien ne fonctionnait vraiment. Donc, j'avais vraiment un cycle je me reposais plus dans la journée après l'école, puis après ça, je me réveillais, je faisais mes devoirs le soir, etc. Donc, c'était ça faisait partie. Et en plus, j'avais beaucoup de douleurs menstruelles. Moi, mes menstruations duraient 7 jours. C'était tellement abondant que je tachais mon matelas presque tout le temps. C'était vraiment, pour moi, aussi, on nous dit on nous dit pas qu'il y a quelque chose à faire là-dessus. Donc, c'était ça mon cas. Et là, je commence à écrire tout ça, puis je me dis, oh mon Dieu, j'en ai beaucoup d'écrits. J'ai comme un flash à ce moment-là de moi qui me rappelle que toute mon enfance, quand ma mère, tu sais, tous les week-ends presque, ma mère devait quasiment me tirer du lit, me dire, Natacha, viens, on va à la plage, on va ici. Je voulais jamais rien faire. Et pour moi, j'avais toujours pensé que j'étais juste paresseuse, que j'étais pas vraiment... Et après, tu sais, comme je suis en train d'écrire tout ce que j'ai comme problème, là, je me dis, peut-être que mon corps n'était pas à son top et que c'était peut-être ça qui faisait que j'étais tout le temps fatiguée. Et là, tout au long de la formation, la dernière formation du cours d'introduction, c'est un neurologue qui vient puis qui nous montre les études, que la diète faible en gras, c'est la pire pour la santé, puis en plus que ça augmente les risques de l'Alzheimer. Puis là, moi, je suis comme, attends une seconde. Moi, j'ai vu des études dans mon bac à l'université que la diète faible en gras, c'était la meilleure pour la santé cardiovasculaire. Lui, il nous montrait quasiment l'opposé, que c'était pas bien. Et là, je savais plus qui faire confiance. Et là, j'étais comme, tout au long du cours d'introduction, il nous montrait des études de cas extraordinaires. Puis je me dis, mais c'est quoi cette histoire? Comment ça se fait que si jamais ça fonctionne si bien, que j'en ai pas entendu parler avant, que j'en ai pas entendu parler à l'université, c'est pas possible avec l'Internet de nos jours où on devrait avoir eu accès à cette information. Donné. Surtout qu'il montrait des études scientifiques. C'était comme, j'avais des études scientifiques, en fait, des deux bords, puis à qui que je fais confiance, mais qu'est-ce que je fais, comment que je pratique maintenant, je ne savais plus. J'étais vraiment rentrée un peu dans, je pense, un 6 mois de dépression où je pleurais. Je me disais, je ne sais plus quoi faire, en fait. Et c'est drôle parce qu'à ce moment-là, quand le docteur Brouillard, le père de Phil, ils ont su que j'ai commencé ma certification, ils étaient tellement contents parce que c'est comme si j'étais un peu la première professionnelle qui avait aussi le bagage conventionnel d'avoir fait des stages à l'hôpital, etc., qui avait un peu le bagage conventionnel parce que je pense que
En fait, avec l'approche de la médecine fonctionnelle, c'est tout professionnel qui peuvent le faire, que ce soit des infirmières, des nutritionnistes, des médecins, des naturopathes, des acupuncteurs. C'est vraiment comme une façon de voir les choses. Mhm. Mais après ça, ça ne veut pas dire que tu as le bagage scientifique de biochimie ou quoi que ce soit qu'on a quand on fait un bac à l'université, par exemple. Et donc, lui, il était très content il était tellement content qu'il m'a dit, ah, viens travailler avec moi. Et là, moi, j'étais tellement comme dans la peur de, c'est quoi cette approche? Est-ce que c'est un charlatan? Je ne sais pas. Mhm. Et donc, je lui ai dit, ben, OK, mais juste à temps partiel. Et là, à temps partiel, je travaillais dans un gym juste régulier où là, je me suis dit, bon, dans le gym, je vais appliquer les conseils que j'ai appris à l'université et avec le docteur Brouillard, je vais appliquer ce que je suis en train d'apprendre en médecine fonctionnelle et je vais comparer. Et ce qui a été très intéressant dans cette comparaison, c'est que j'ai, je savais que moi, j'avais eu de la difficulté à appliquer ce que j'avais appris parce que mes problèmes digestifs s'étaient empirés tout au long de mon bac et je prenais du poids et je ne savais pas comment le perdre. Et je me disais, c'est peut-être juste moi. Mais là, quand que j'ai commencé à appliquer plus, avec plus de personnes, justement, dans le gym, j'ai remarqué qu'environ 50% des gens, ça fonctionnait ce que j'avais appris à l'université. Que oui, c'est à propos de ce que tu manges, ce que tu brûles, etc. Mais il y en avait un autre 50% qui, eux, avaient euh, ils arrivaient avec leur journal alimentaire puis ils me montraient, ils disaient, Natacha, je te jure, c'est ce que j'ai mangé, pourquoi ça ne marche pas, je ne comprends pas, j'arrive pas à perdre le poids alors que je m'entraîne, etc. Et je les comprenais parce que moi, ça m'était arrivé. Et ce que j'ai Mhm. remarqué, c'est que si des personnes avaient soit des problèmes digestifs ou des problèmes hormonaux, comme des problèmes de sommeil ou des problèmes de ménopause ou des problèmes de douleur ou quoi que ce soit, c'est comme s'il y avait d'autres, si jamais il y avait de l'inflammation ou quoi que ce soit, que c'est pas juste à propos de ce que tu manges et ce que tu brûles. C'est comme si le corps le transformait différemment, surtout si le système digestif fonctionne moins bien, ben, tu n'absorbes pas autant. Oui. Et c'est là que j'ai compris que, OK, il faut s'assurer que le corps fonctionne bien pour qu'après notre alimentation puisse faire effet très facilement. Et après, c'est sûr qu'avec le docteur Brouillard, lui, il était spécialisé dans la douleur chronique, la fatigue chronique, la fibromyalgie, les maladies auto-immunes, des gros problèmes digestifs. Et là, je voyais des cas hyper complexes qui commençaient à s'améliorer. Et c'est un peu là que je me suis dit, OK, ben, je comprends un peu plus c'est quoi la différence. Et là, j'ai vraiment décidé de me spécialiser entièrement dans l'approche de la médecine fonctionnelle. Donc, j'ai vraiment laissé un peu tomber mon titre de nutritionniste pour vraiment me spécialiser dans cette approche-là. Puis ça a été magnifique comment, avec les années, c'était super inspirant de voir un peu des cas hyper complexes où souvent, surtout quand on souffre de douleurs chroniques, puis moi, avec mes migraines, c'était un peu ce que j'avais vécu. Euh, Quand on souffre de douleurs chroniques, souvent on nous dit ben tu fais juste prendre des anti-inflammatoires puis c'est tout. Et donc moi d'avoir passé à travers ça puis de pouvoir aider des gens qui souffraient tous les jours de douleur, Mhm. c'est vraiment venu me chercher et donc ça a vraiment changé ma façon de pratiquer. Et donc finalement, l'arrogant qui me disait que je connaissais pas tout n'avait pas entièrement tort. Et donc, finalement, c'est devenu mon conjoint, mon mari. Et donc, il n'avait pas entièrement tort. Puis, c'est ça. Ça a été un peu notre histoire. C'est drôle parce que je me suis rendu compte un peu avec le temps que mon histoire de comment j'ai découvert la médecine fonctionnelle, c'est un peu mon histoire d'amour aussi qui, avec le temps, cette arrogance. Qui était enchevêtré avec tout ça. Exact, exact, Mhm. exact. Donc, je trouvais ça quand même assez drôle. Et donc, ça, c'est un peu mon background. Puis un peu avec les années, c'est sûr que, par exemple, à l'Université de Montréal, ils avaient ouvert un peu un micro-programme pour les professionnels dans santé intégrative. Et c'est là un peu que j'ai commencé à enseigner c'est quoi l'alimentation anti-inflammatoire. Donc, avec le temps, ça a été quand même très intéressant de pouvoir recontribuer dans le milieu universitaire. Et ça a été très intéressant. En fait, ça, c'est quelque chose que, avec le temps, donc nous, nos programmes cliniques ont été très intéressants. C'est un peu dans ce temps-là que tu nous as découvert, Simon. Et, et, euh, et, euh, on a été un peu à... de- c'est comme notre succès d'avoir beaucoup de résultats a été un peu comme moi, ma béquille dans ma propre santé, parce que je faisais tellement d'heures
C'était tellement, il y avait tellement de demandes de bouche à oreille, on n'a jamais vraiment fait de publicité. Si jamais les gens me suivent un peu sur les médias sociaux, ils vont voir que on a commencé récemment à être un peu plus présent, puis je vais l'expliquer pourquoi, parce que en fait, moi, quand j'ai commencé dans cette approche, je faisais tellement d'heures que j'ai fait mon premier burn-out à 21 ans. C'était fou parce qu'on dirait que la première année où j'ai découvert cette approche, et pas juste dans les rendez-vous que j'avais avec les personnes que je suivais, mais dans ma propre santé à moi aussi. Parce que rappelez-vous, moi, j'avais mes problèmes digestifs. Donc, dans l'approche de la médecine fonctionnelle, une des premières choses qu'ils disent, c'est toujours le système digestif, c'est l'organe le plus important, le microbiote, notre flore digestive, que quasiment 80% de nos cellules sont ces microbes, ces bactéries, et qu'on est quasiment juste 10% humain. Et donc, c'est par ça que j'avais commencé à travailler au niveau de ma flore digestive. Là, tout d'un coup, moi, je pensais que c'était normal de se sentir un peu ballonné après manger, parce que c'est comme s'il y avait de l'espace. La nourriture prenait de l'espace. Là, tout d'un coup, je ballonnais plus. Là, j'étais comme, ah, wow, j'avais plus de gaz. J'étais comme, pour moi, c'était toutes des choses qui étaient normales. Puis après ça, j'ai commencé à augmenter un peu plus mes gras. Tout d'un coup, j'ai commencé à perdre du poids. Sincèrement, je rentrais plus dans mes pantalons, mais mon poids ne changeait pas tant que ça. Et c'est là que j'avais fait un peu une mesure de composition corporelle. Puis finalement, j'avais perdu 10 livres de gras, j'avais pris 10 livres de muscle. Donc, c'est comme si mon corps commençait à absorber mieux et je me sentais mieux dans ma peau. Puis là, j'ai commencé tout de suite à regarder qu'est-ce qu'il disait sur les menstruations. Que c'est relié à comme un excès d'estrogène et que si jamais tu supportais ton foie à pouvoir l'éliminer, que tu pouvais avoir un meilleur équilibre hormonal. Et là, moi, j'ai commencé tout de suite à faire le protocole. Et là, mes menstruations, ils ont commencé à durer 2 jours. Je sentais après à peine grand-chose. C'était fou. Pour moi, ça a changé ma vie personnelle aussi. Et donc, c'était drôle parce que dans cette un peu première année de transformation personnelle, j'ai commencé à avoir tellement d'énergie, mes migraines ont disparu, que j'ai commencé à faire le plus d'heures de travail, mais je me suis retrouvée de l'autre bord. À quand que là, on a plein d'énergie, on peut abuser de notre santé. Et c'est sûr qu'avec mes connaissances en médecine fonctionnelle, je savais comment tout de suite s'occuper de notre équilibre hormonal. Comme moi, par exemple, quand on fait trop d'heures puis qu'on vit trop de stress, qui je pense que de nos jours, c'est vraiment un des gros défis qu'on a. Quand on vit trop de stress, ça impacte beaucoup nos hormones et un de nos organes qui est le plus sensible aux hormones, c'est la thyroïde, qui justement, elle, régule notre métabolisme, notre énergie, la température de notre corps. Donc, souvent, les gens qui vont avoir trop de stress vont, avec le temps, des fois fatiguer tellement leur thyroïde qu'ils vont se retrouver en hypothyroïdie. Maintenant, c'est tellement prévalent. Je ne me rappelle plus c'était quoi les statistiques, mais je pense que c'était comme 1 personne sur 10 qui avait des problèmes de thyroïde. Faudrait que je retourne voir, mais c'est très, très, très prévalent. Et souvent, les symptômes vont être comme de la fatigue, même si tu as assez dormi, de la fatigue après l'exercice, alors que l'exercice est supposé te donner de l'énergie. C'est pas normal d'avoir la fatigue après. Ton métabolisme qui ralentit, donc que tu prennes du poids alors que tu n'as pas changé ton alimentation ou tes habitudes. Aussi que la perte de cheveux, parce que c'est un peu pour toutes ces multiplications cellulaires rapides, donc perte de cheveux, les ongles un peu moins forts, aussi les extrémités froides. C'est souvent un peu comme des symptômes typiques. C'est pas la même chose pour tout le monde. Mais moi, justement, je m'étais tellement rendue loin dans mon travail, les heures que je faisais, que, en théorie, au niveau de mon bilan sanguin, j'aurais dû être diagnostiquée comme hypothyroïdie. Mais comme j'avais un peu les connaissances de, OK, c'est quoi les nutriments que la thyroïde a besoin pour bien fonctionner, tout de suite, j'ai été capable de normaliser mon bilan sanguin. Et donc, c'est ça un peu qui est intéressant dans cette approche, c'est qu'on peut comprendre un peu comment notre corps fonctionne, comment notre corps, comment un peu les différentes cellules, que ce soit notre flore digestive ou nos hormones, sont supposées être en équilibre. Et donc, une fois qu'on comprend ça, ça devient beaucoup plus facile de comprendre un peu les red flags. Par contre, disons que 5 ans après,
Là, on était en train de se marier, on achetait un condo, et c'est là que le docteur Brouillard a pris sa retraite. Donc là, moi et Philippe, on s'est retournés, puis on a un peu parti une entreprise ensemble, donc nouvelle entreprise. J'ai eu tellement de choses dans la même année que là, je suis retombée un peu à faire beaucoup d'heures, etc. Et c'est là que je me suis dit, OK, c'est soit que je retourne, je refais le protocole hormonal, ou je sais qu'avec mon tempérament, je suis tout le temps quelqu'un qui va avoir tendance à retomber dans les extrêmes de faire trop d'heures au travail ou quoi que ce soit. Côté alimentation, c'est parfait. Mais côté gestion du stress, côté exercice, c'était vraiment pas mes points forts. Et donc, je savais que si jamais je voulais pas retomber dans ce pattern à chaque fois qu'il y aurait comme un gros événement dans ma vie ou quoi que ce soit, ben, qu'il fallait que je commence à maîtriser les autres sphères aussi, et pas juste l'alimentation. Mhm. Et donc, c'est là un peu que j'ai commencé un peu à développer, à m'intéresser à tout ce qui était la neuroscience. C'est comment qu'on fait pour changer des habitudes. Parce que disons que rendu là, je me suis dit, bon, je vais commencer un peu à méditer. Je sais que c'est important la méditation. Mais pour moi, c'était quasiment plus frustrant qu'autre chose parce que j'avais juste l'impression que je m'assoyais puis j'avais toute ma liste de choses à faire. Puis là, j'étais comme juste en train de perdre plus de temps. Même si je voyais, des fois, on sait qu'est-ce qu'il faut faire. Hein. On voit la science que la méditation, c'est important, ça ne veut pas dire qu'on va être capable de le faire ou qu'on ne va pas avoir des défis. Et je me Ben rappelle même. oui. C'est une des habitudes, moi, personnellement, que j'ai le mental hyperactif, là, beaucoup, Ouais. puis une nature anxieuse, fait que aussitôt que je pourrais même pas, ça m'est arrivé plus de 100 fois de me dire, OK, j'intègre la méditation, même si c'est juste des 2 minutes, des Ouais. 5 minutes, puis Ouais. arrêter, puis laisser tomber, puis avoir de la Ouais. difficulté à rester focus, puis tout ça, là, c'est pas évident. Fait que je pense qu'on est beaucoup à connaître les bénéfices, à voir que tout ce qui sort comme étude, puis tu sais, ça fait Ouais. des milliers d'années là, que c'est utilisé Ouais. comme méthode, tu sais, mais Ouais. on a quand même de la misère à l'intégrer au quotidien. Hein? Ouais. Et tu vois, pour moi, c'était tellement intéressant parce que là, je me suis dit, ah, ben, peut-être que je vais aller faire du yoga parce que c'était un peu les deux, tu sais, un peu de Mm. respiration, un peu de mouvement. Là, je me rappelle, je me suis inscrite à mon premier cours, puis là, j'arrive toute contente, ils nous donnent des tapis. Et là, je commence un peu à suivre ce qu'ils nous disent. Là, ils commencent à nous faire plein de postures, chien à l'envers, chien à l'endroit. Je ne sais pas pourquoi on parle de chien. Et là, je me rappelle, Mm. j'étais tellement en train d'essayer de suivre, puis j'arrivais même pas à rester 1 ou 2 secondes dans les postures. Je tremblais tellement que j'avais pas de force dans les bras. Et moi, j'étais vraiment comme l'enfant qui était tellement nul en sport que j'étais la dernière choisie tout le temps dans les équipes. Ou, tu sais, si on m'envoyait la balle, j'avais pas tellement de mal coordination que je l'attrapais dans la tête. Donc, donc, pour moi, l'entraînement, c'était vraiment pas. Puis là, j'essaie de faire ce cours, puis là, je tombais dans le premier de piège. Tu sais, tu n'arrives pas, puis là, tu regardes à côté, tout le monde sont super bons, tu te compares. Euh, Ouais. et donc, je me rappelle vraiment ça avait tellement été une mauvaise expérience que j'ai pas. Et des fois, c'est ça, hein, on se met un peu des gros objectifs, on essaie de changer, mais on n'arrive pas parce que c'est trop difficile ou on est trop confronté à l'échec. Puis ça a été drôle parce qu'après ça, j'ai trouvé comme un petit vidéo d'une dizaine de minutes, d'une petite routine de yoga où c'était plus comme des étirements. Puis là, j'étais capable de la suivre et ça me faisait du bien. Mais je ne la faisais pas encore, un peu comme ce que tu disais. Hein. Des fois, on sait qu'on devrait le faire, mais la vie devient occupée, donc on le fait un peu en vague. Mais ça a été très intéressant parce que 2 ans plus tard, j'ai une amie qui m'invite un peu à un cours d'acro-yoga. Elle me dit, ça va pas être du yoga, tu vas voir, à deux, on va avoir du fun, s'il te plaît, j'ai besoin de quelqu'un avec moi, parce que il faut être en partenaire dans ce cours-là. Je Ouais. dis, ah, OK, bon, si c'est pas du yoga, je vais venir avec toi. Si tu me promets que c'est pas du yoga. Par contre, là, on arrive au cours et la prof, elle dit, OK, ben, on va se réchauffer. Puis là, il commence à se réchauffer en faisant des postures de yoga. Là, je suis comme, oh mon Dieu, je vais avoir l'air nulle. Là, je commence à le faire. Puis là, tout d'un coup, je suis capable de suivre les gens. Là, je suis comme, Mhm. ah! Et là, c'est là que je me suis rendu compte que cette petite routine de 10 minutes de yoga que je faisais, que je faisais les postures même pas comme 1 ou 2 secondes, c'était vraiment très, très doux, qu'après 2 ans, ça s'est accumulé, même si je n'étais pas parfaite. Et c'est là que j'ai découvert un peu le pouvoir de ce que moi j'appelle les micro-leviers vitaux.
Donc, c'est ce que un peu j'explique aux personnes qui me suivent parce que c'est tellement devenu une passion pour moi. Et souvent, les gens, un peu, ils vont me dire, parce que je suis beaucoup connue dans la douleur chronique, etc., mais ce qui me passionne le plus, c'est ces micro-leviers vitaux qui sont des micro-actions, qui sont tellement faciles à répéter, qui deviennent un levier pour ta vitalité. Parce que c'est un peu comme on nous dit souvent, hein, il faut aller à la banque, investir le plus tôt possible parce qu'elle est l'effet composé. Ben, dans la santé, c'est la même chose. C'est pas obligé d'être beaucoup. Ça peut être des micro-actions, mais quand on les répète plusieurs fois, on a l'effet composé. Et c'est un peu ce qui m'était arrivé 2 ans plus tard, un peu avec la petite routine 10 minutes que je n'étais pas parfaite, qui a fait une grosse différence pour moi. Et donc là, pour moi, ça a ouvert comme un champ toute une nouvelle passion, toute une nouvelle passion. Puis là, je me suis intéressée à, OK, comment que je peux le faire encore plus? Et là, en plus, à travers un peu les années, j'avais commencé à différentes techniques de méditation. J'ai trouvé comme une technique un peu où tu avais comme, je ne sais pas si tu connais un peu la cohérence cardiaque, pas la cohérence cardiaque, mais l'Institut HeartMath avec leur petit bidule qui mesure ta cohérence cardiaque. Est-ce que tu as déjà médité avec ça? Non. C'est vraiment super intéressant. C'est quelque chose qui va vraiment mesurer ta cohérence parce que des fois, il y a la cohérence cardiaque, en fait, c'est quoi pour ceux qui ne savent pas? C'est quand tu inspires et expires de façon régulière, d'accord? Donc, 5 secondes inspirer, 5 secondes expirer pour vraiment normaliser. Et donc, il y a des applications gratuites comme Respire Relax en un mot où tu suis une boule, tu inspires, tu expires. Donc, ça, des fois, de suivre quelque chose, ça aide. Mais moi, j'avais encore toutes mes mille et une pensées. Même si je regardais ça, je pensais encore à plein de choses. Puis quand que j'ai vraiment eu cet outil qui mesurait ma cohérence cardiaque, il me disait si jamais j'étais en cohérence ou pas. Donc, des fois, même si j'inspirais et j'expirais, si jamais je pensais à plein d'autres choses, je ne tombais pas dans le vert. Je ne tombais pas dans la bonne cohérence au niveau de ce que mon cœur est supposé faire ou ressentir pendant une méditation. Et c'est là que j'ai compris pourquoi je ne me sentais pas bien quand je faisais la méditation. Puis là, ils expliquaient que pour pouvoir vraiment tomber en cohérence, oui, il faut que tu inspires, expires de la même durée, mais il faut aussi que tu aies des pensées positives et que des fois, juste de visualiser l'air qui rentre dans ton cœur et expirer, ça peut aider. Puis là, tout d'un coup, j'ai commencé à appliquer ces petites choses et je tombais dans le verre. Et là, je suis comme, ah, OK, je comprends, c'est quoi? Et de le comprendre, tu sais, c'était une petite chose, juste ce petit bidule qui m'a permis de comprendre c'est quoi. Là, j'ai commencé à ressentir le bénéfice. Là, c'était beaucoup plus facile à vouloir continuer. Et c'est pas obligé d'être compliqué. C'est vrai que juste 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, c'était assez pour que je me sente mieux. Mais là, j'avais compris c'était comment qu'il fallait que je le fasse. Donc, des fois, c'est ça aussi que j'explique souvent un peu. Il y a un peu toute la théorie que j'appelle les micro-leviers vitaux, des micro-actions, de ne pas penser qu'il faut en faire beaucoup, mais que des micro-actions sont efficaces. Et après, aussi, il y a comme le deuxième pilier qui est comme d'avoir la bonne information. Des fois, on essaye beaucoup de choses et un peu comme moi, je comptais les calories, etc. Mais si mon système digestif ne fonctionnait pas, je n'aurais jamais pu avoir de résultats avec ça. Donc, des fois, il nous manque juste une petite information. Et après ça, c'est tout le côté aussi d'avoir les bons outils. Parce que disons que moi, là, j'ai découvert, OK, c'est quoi la méditation, le petit 10 minutes de yoga qui fonctionnait. Là, j'ai voulu commencer à les faire de plus en plus, mais j'arrivais pas. Puis là, j'essaie différentes techniques un peu qu'ils expliquent en neurosciences. Genre, tu sais, en neurosciences, ils disent c'est quoi la science un peu du cerveau. Ils disent que tu dois le faire pendant 21 jours pour commencer à créer une petite habitude, mais il faut que ce soit 90 jours de suite pour que tu ancres une habitude. Et donc, j'avais un peu tout genre de techniques. C'est un peu les techniques Gong qu'ils appellent, où tu as un tableau et tu dois le faire à tous les jours. Si tu manques une journée, tu recommences à zéro. Et pour moi, c'était l'horreur, ces techniques. C'est comme si... C'est lourd un peu, hein? Ouais! Je faisais 2 semaines, puis là, j'en manquais une journée, puis là, il fallait recommencer. Et donc, pour moi, c'était décourageant. Et donc, j'ai quand même un peu développé un outil que moi, j'appelle le booster de vitalité, qui te permet, en fait, c'est comme un petit journal, donc comme un PDF que tu peux imprimer ou l'utiliser sur l'ordinateur. Et ça te permet de créer tes micro-leviers, donc tes habitudes, dans une façon tellement simple. Et après, tu as un tableau qui te permet de les mesurer, mais qui est flexible. Donc, par exemple, au début, moi, je m'étais mis, OK, je vais juste méditer 5 minutes dès que je me réveille, 5 fois sur 7, au lieu d'être comme à tous les jours, 5 jours sur 7. Et là, j'ai commencé un peu à le mesurer. Et parce que j'avais cette flexibilité,
j'étais pas obligée, il n'y avait pas de lourdeur un peu dans le changement d'habitude. Et donc là, tout d'un coup, j'ai fait comme 100 jours en ligne. C'était très drôle. J'étais plus obligée, mais je voulais le faire. Et c'est un peu ce côté plaisir que moi, j'explique qui est tellement, tellement, tellement important quand on veut changer ses habitudes. Absolument. Tu sais, il y a certaines personnes qui sont très, très performants en se faisant des plans extrêmes, là. Ouais. Puis que eux, ils seront pas capables s'ils vont pas all-in parce qu'ils veulent avoir le maximum de résultats. Puis tout ça. Fait qu'il y a des gens qui performent bien comme Ouais. ça. Ouais. Mais la plupart des gens, ben, tu sais, quand c'est trop strict, quand on a de l'obligation, justement, Ouais. Ouais. c'est pas payant, tu sais. Puis comme tu dis, juste le fait de commencer à y aller plus lousse, puis en se disant, ben, OK, Ouais. au pire, je le fais une fois par semaine, tu sais, pour Ouais. commencer. Puis Ouais. là, ben, tiens, justement, tu n'as pas l'obligation, tu n'as pas la Exact. lourdeur qui vient avec, tu vois les petits bénéfices, puis tu te dis, Ouais. ben, tiens, ben, ça me tente de le réessayer cette semaine, finalement, je vais le Ouais. faire 2 fois. Puis Ouais. hop, là, sans s'en rendre compte, à un moment donné, ben, Ouais. Ouais. l'habitude s'installe, puis oui, en effet, c'est vraiment efficace, ça. J'adore ce que tu as mentionné tout à l'heure, de dire qu'il y a des personnes qui, oui, pour eux, l'extrémité fonctionne. Comme moi, mon mari, c'est un gars de défi. Tu sais, quand il va à l'extrême, c'est pour lui de vérifier. Et en fait, souvent, quand les gens me disent, OK, comment est-ce que tu es différente des autres? C'est quoi qui te distingue? Moi, je dis souvent que je suis une expé. Et une expé, c'est quoi? C'est une Mhm. ex-perfectionniste, quelqu'un qui veut plus être perfectionniste, parce que souvent, quand on a tendance à être perfectionniste, c'est comme on veut suivre les choses à l'aide, puis notre cerveau indirectement nous met de la pression qui est même pas nécessaire. Ouais, Et quand on veut devenir une ex-perfectionniste, l'objectif, c'est de se focaliser sur la répétition et non la perfection. Et c'est là que on a un peu l'effet composé de quand on répète, répète, répète. Pas obligé que ce soit parfait, mais quand on le répète, on a l'effet composé. Moi, souvent, c'est ce que j'appelle un peu l'effet exponentiel. Donc, devenir une expert, c'est de se rappeler que, OK, j'ai pas besoin d'être parfaite et je vais quand même avoir l'exponentialité dans mes résultats si jamais je continue à le répéter, non de façon parfaite. Et quand on parle d'exponentialité, c'est vraiment l'effet composé qu'une petite action peut faire une grosse différence sur le long terme. Exactement comme moi avec le yoga, mon petit 10 minutes a fait une grosse différence. Et Mhm. justement, l'outil que j'ai développé, le booster de vitalité, qui est gratuit, on pourra même le mettre en lien pour Absolument. les gens. Puis en fait, je pense qu'on va leur mettre un autre lien parce que je suis en train de, euh, de, euh, de, euh, de le changer à une version encore plus facile. Puis je vais vous parler tout à l'heure justement d'un événement qu'on a qui est la semaine prochaine ou la semaine d'après, justement, qui arrive très bientôt, qui va être très le fun. Et en gros, cet outil, était parfait aussi parce qu'il te donne un visuel. Parce que des fois, la vie est tellement occupée qu'on oublie c'est quoi qui est important pour moi. Même moi, après, j'ai créé cet outil en 2018, même après quoi, 4 ans de l'utiliser. Si jamais je ne l'utilise pas, j'oublie. C'est encore très facile à ce que ça soit occupé de ah oui, c'est vrai, ça c'est important pour moi. Et en fait, c'est un outil qui te permet, pourquoi je l'appelle le booster de vitalité, c'est que n'importe quelle habitude que tu veux rentrer et appliquer va te permettre d'avoir un boost dans ta vitalité. Donc, c'est vraiment Mhm. comme l'outil qui te permet de vraiment l'appliquer, cette habitude que tu veux faire. Donc, un de mes outils préférés et qui me garde un peu, c'est un peu comme tu disais, hein, des fois on commence par une fois par semaine, après la semaine d'après, si on sent bien, 2 fois par semaine, mais c'est tellement facile à ce que la vie soit occupée puis qu'on oublie que c'est important pour nous. C'est un peu comme les résolutions. Hein. En janvier, tout le monde veut le Mhm. faire, puis après 3-4 semaines, ben, la vie est arrivée, puis on a oublié que c'était important pour nous, ce qui était important pour nous. Surtout que mon mari Philippe, là, il est en train de faire un doctorat en physique quantique. Donc, tout ce qui est la science de la spiritualité, de comment que les choses se matérialisent, etc. C'est super intéressant. Puis lui, il parle beaucoup un peu de quand on regarde un peu au niveau de la physique, de comment les automatismes qui vont arriver au niveau de comment les choses vont se matérialiser. On est quasiment à 90%, tout en train de... Nos actions sont toutes automatiques par notre Oui. inconscient. Et donc, si jamais on n'a pas des outils qui nous permettent de reconscientiser c'est quoi qui est important pour nous, ça devient très difficile justement de changer tout ça. C'est drôle parce que c'est en 2018 un peu que j'ai développé cet outil, mais c'est un peu en 2015 que j'avais fait mon deuxième burn-out. Et c'est un peu à travers ces années-là aussi que nos programmes cliniques, je
commençais, des fois, quand tu as du succès, mais que tu sais que si ces personnes-là, ils avaient pu faire certaines actions 20 ans auparavant, tu aurais pu faire de la prévention. Et moi, c'était un peu ce qui me passionnait dans mes tout débuts. Et donc, c'était drôle parce que c'était comme si, rendu là, j'étais satisfaite de ce que je faisais dans mes programmes cliniques, mais c'est comme si je voulais faire encore plus, une encore plus grosse différence et me dire, imagine si jamais ils avaient pu prévenir, ils avaient pu faire ces actions, ils auraient pu prévenir comme 20 ans de souffrance. Des fois, les gens, ils me retrouvaient après 20 ans de douleurs chroniques, d'arrêt de travail. C'était quand même assez intense. Et c'est là que j'avais envie de faire quelque chose, mais là, mes mentors, ils me disaient toujours, Natacha, t'es trop occupée, oublie, moi, je voulais faire un cours en ligne, je me disais, que les gens vont pouvoir apprendre c'est quoi les informations. Puis elle me disait, oublie ça, c'est comme avoir une deuxième entreprise, c'est déjà occupé, que t'es déjà tellement occupé que tu peux pas. Et j'avais cette petite voix, ce petit feu à l'intérieur qui me disait, j'ai l'impression. Et jusqu'à temps que je rencontre Martin Latulippe, qui est justement quelqu'un qui enseigne aux gens comment aller sur le web. Et c'est drôle parce que avant ça, l'autre chose aussi que je regardais souvent, c'est que quand on a un programme en ligne, les statistiques montrent que 3% des gens qui l'achètent vont se rendre jusqu'à la fin. Donc pour moi, c'était comme de mettre tout mon temps pour créer quelque chose. Si les gens, ça ne va pas faire une différence. C'était comme je ne voulais pas tant faire ça. Je peux faire plus de différence avec 2-3 personnes de plus. C'était comme pour moi, je voulais que ça puisse fonctionner. Puis c'est là que Martin m'a parlé un peu du modèle du membership. Dans les programmes, le modèle de membership, ce qui est le fun, c'est que tu peux donner une petite information, laisser le temps à ce que les gens l'appliquent. Ce n'est pas à propos de juste consommer plus d'informations. Je ne sais pas si tu as remarqué ça, Simon, que des fois, les gens, c'est facile d'avoir beaucoup de connaissances. Un peu comme moi, j'avais toutes ces connaissances, mais pour moi, l'entraînement et la méditation, c'est autre chose, c'est complètement autre chose de l'appliquer. Et donc là, ça a été super intéressant. C'était en 2019 que j'avais rencontré Martin. Et c'est là que j'ai commencé un peu à faire tous les cours de, OK, comment faire vraiment une belle formule pour que les gens soient capables de bien réussir dans un programme en ligne. Et en 2020, il y a eu le COVID qui est arrivé. Et donc là, nous, on a fermé les programmes, les portes au nouveau des programmes cliniques parce qu'on avait tellement peur de ne pas pouvoir bien servir les personnes qui étaient dans leur programme clinique. Donc, on a juste fermé temporairement pour voir qu'est-ce qui se passerait dans le monde, si on aurait encore accès aux différents supports, etc. Et pendant ce temps-là, j'ai mon ami qui m'appelle et qui me dit, Natacha, qu'est-ce que tu attends pour sortir ton programme, ton membership? C'est là que les gens en ont besoin. Puis là, j'ai tellement raison. Les gens étaient en train de changer toutes leurs habitudes à travailler de la maison. Donc, automatiquement, tu vas changer tes habitudes. Donc, pourquoi pas créer tout de suite la bonne routine, les bonnes actions? Parce que de toute façon, ton cerveau doit changer. Et donc là, elle m'a dit ça un dimanche. Mercredi, j'ai fait un live sur ma page Facebook et vendredi, on fermait les portes pour ce programme test. Donc, c'est là que j'ai parti un peu ma cohorte test. Et ça a été tellement magnifique. En plus, parce qu'on avait fermé les programmes cliniques, il y avait beaucoup de gens sur notre liste d'attente qui attendaient, qui ont commencé le programme qui s'appelle maintenant Vitalité pour moi. Parce que justement, un peu comme ce que j'ai expliqué, c'est à propos de trouver, c'est quoi la micro-action qui est tellement facile à répéter pour toi, pour que tu sois capable de la répéter et d'avoir cet effet composé. Et donc, ça a été drôle parce que on a eu des personnes finalement qui avaient de la douleur chronique qui, en faisant le membership, en attendant qu'on réouvre les programmes, je pense qu'on avait fermé pour 2-3 mois parce qu'on était tellement dans l'incertitude, on voulait pas faire de fausses promesses et pas pouvoir suivre les gens correctement. Pendant ces mois-là, il y a des personnes qui m'écrivaient, qui m'ont dit « Oh mon Dieu, merci pour le membership, j'ai déjà 60% d'amélioration dans mes douleurs, dans mon énergie, je dors mieux, etc. » Donc, ça avait vraiment été... c'est comme un peu c'est devenu un peu mon programme coup de cœur. Puis ce qui est drôle, c'est que moi, c'est ce programme un peu qui m'a permis de voir que c'est pas comme une deuxième entreprise. Au contraire, c'est des programmes qui ont cette belle synergie. J'avais une assez grosse équipe administrative pour me supporter dans ce deuxième programme. Et c'est là que moi, quand j'ai commencé à enseigner à l'Université de Montréal, je pense que c'était comme en 2016 ou quelque chose comme ça, on me demandait toujours, Natacha, peux-tu faire une certification en français? On veut apprendre. Et moi, je disais tout le temps, allez faire la certification aux États-Unis, mais
C'est vrai que moi, j'avais été chanceuse parce que j'avais eu la théorie, la certification, mais j'avais eu des années de pratique avec le docteur Brouillard sur des cas hyper complexes. Et c'est ça que les gens voulaient de moi. Et moi, je disais, non, oublie ça, je suis trop occupée, j'ai pas le temps. Pour moi, c'était comme une troisième entreprise. Je suis comme, non, non, Ben non. oui, Et, il y euh, a du et stock quand là-dedans. Et quand on a sorti le programme, là, je me suis dit, ah, c'est pas tant demandant. Et donc là, je me suis dit, OK, ben, je vais sortir une certification pour professionnels parce que c'est vrai que j'avais une équipe assez grande. Puis là, je me disais, ben, si jamais je peux avoir d'autres professionnels qui vont pouvoir faire le suivi clinique, je pourrais me focaliser encore plus sur ces programmes. Donc là, j'ai commencé à former une autre professionnelle euh, et ça allait se faire bien jusqu'à ce qu'en octobre, donc là, en octobre 2021, elle me dise qu'elle veut retourner aux études. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'ai rencontré mon mari en 2010. Ça faisait presque 12 ans qu'on était ensemble, 11 ans à ce moment-là, et que nous, on veut avoir une famille, mais pour moi, c'était toujours un défi de, si jamais je tombe en maternité, c'est 8 personnes Qui dans fait mon ta équipe job, là, à la ouais. clinique. Exact. Non seulement Mhm. les gens ne peuvent pas tuer, mais c'était aussi toute mon équipe que tous les rendez-vous dépendaient de moi, tous les programmes cliniques dépendaient de moi. Donc, c'était comme pendant 1 an, il n'y aurait pas tous mes employés seraient au chômage, en théorie. Donc, pour moi, c'était comme j'étais un peu comme dans cette prison en or, un peu qu'on dit que j'adorais mon travail, j'adorais aider, mais je me sentais un peu comme si dans ma vie personnelle, je n'étais pas capable de pouvoir avoir la place pour mes projets Mhm. personnels Ben parce que je oui. contribuais tellement. Et là, quand que cette clinicienne m'a dit, ah, je vais retourner aux études alors qu'elle savait un peu qu'on était en ligne pour faire une certification. Tu sais, elle aurait pu peut-être attendre 1 an ou 2 pour qu'on ait la certification, qu'on ait certifié d'autres professionnels qui se joignent à l'équipe. Et, euh, et, et, euh, et pour moi, qu'elle se priorise comme ça a tellement été comme un effet miroir de comme Natacha, ça fait 12 ans que tu veux ralentir, créer ta famille. Euh, et donc là, ça a vraiment été comme, je pense que j'ai pas dormi pendant 2 semaines après qu'elle m'a annoncé ça parce que là, il fallait tout recommencer, former une autre personne. Et là, j'étais comme, oh, j'étais tellement proche de pouvoir faire la certification. Je voulais pas encore attendre un autre 2 ans avant de commencer ma famille. Ben oui. Euh, et donc, en octobre 2021, on a fermé les programmes cliniques juste parce que je ne pouvais plus. Et c'est drôle parce que le programme Vitalité pour moi avait tellement amené des beaux résultats que je me disais, regarde, oui, peut-être que les gens vont avoir 60% d'amélioration, mais on n'aurait pas fait tout le travail en profondeur avec des laboratoires, etc. Mais je suis correcte avec ça parce qu'il faut que je me pense à moi en premier. Parce que ça, c'est aussi un Mhm. autre défi de nos jours, hein, quand on veut Mais c'est s'occuper parce des que, autres. en plus, avec ton programme qui est en ligne, Ouais. ben, tu sais, là, tu as une chance d'avoir une portée de peut-être, tu sais, au lieu d'aider, mettons, on va dire, exemple, je sais pas moi, 100 personnes par année à 80, 90, peut-être 100%, ben, tu peux aider 100 000 personnes, des millions de personnes à 60%, tu sais, c'est quand même non négligeable, là, tu Oui, oui. Et, sais. et en fait, c'était ça que je me disais aussi. Tu sais, ça faisait 1 an et demi qu'on avait parti Vitalité pour moi, puis ça allait bien. Et ça a été ça vraiment qui m'a. Des fois, la vie est en ligne aussi, hein. C'est comme si. Et c'est drôle parce que dans disons depuis octobre, dans les derniers mois, il y avait beaucoup de gens dans le programme qui s'amélioraient, dans Vitalité pour moi qui s'amélioraient, mais qui n'arrivaient pas à aller. Il y avait comme encore un petit pourcent de petits symptômes. Et là, j'étais comme, ah, à l'intérieur, je me sentais mal. Je disais, ah, on a fermé les programmes cliniques, j'ai personne à les référer. Mais en même temps, je pensais à moi. Mhm. et, euh, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que quand on a quand même décidé de fermer les programmes cliniques, puis des fois, on a l'impression qu'on n'a pas le choix, qu'on ne peut rien faire autrement, mais moi, j'ai la conviction profonde, puis ça a toujours été une de mes valeurs, que si jamais on s'occupe de notre santé, on priorise notre santé, que tout devient possible, que tout s'enligne dans ta vie. Et là, c'était vraiment comme en octobre, c'était comme, OK, est-ce que tu penses à ça? Alors, on va vraiment montrer que c'est possible. Et, euh, et donc là, en faisant ça, c'est drôle parce que la liberté ou le plus de temps, quand on a fermé nos programmes cliniques que j'ai eu, c'est comme si ça m'a amené
plus d'idées, plus de créativité à comment que je pourrais peut-être faire les programmes différemment. Et ça, en fait, je ne suis pas supposée en parler parce que c'est un projet qui est pas encore prêt, mais quand on est sur le sujet, c'est drôle parce que je sais que, Simon, toi, une des questions que tu demandes à tes invités souvent, c'est quelles mesures gouvernementales quelles mesures pourraient être mises en place pour aider, selon moi. Et pour moi, ça a toujours été l'éducation. Surtout parce que maintenant, avec les cours en ligne, c'est plus accessible. Oui. Mais il y a un autre côté que moi, j'ai beaucoup découvert, qui était beaucoup le côté de la communauté. L'effet de la communauté qu'on a vraiment découvert dans Vitalité pour moi, qui fait que quand on est encadré, et en fait, en neurosciences, on le sait que pour changer ses habitudes, il faut de la répétition, mais la deuxième chose qu'il faut, c'est des célébrations en très haute émotion. Oui. Quand que tu as une émotion forte, ton cerveau va se rappeler encore plus de cette action. Donc, que ce soit de la colère ou du plaisir, il va s'en rappeler beaucoup plus. Et donc, nous, un peu, le quatrième pilier, tout à l'heure, on avait parlé des micro-leviers vitaux comme premier pilier, la bonne information comme deuxième pilier, les bons outils avec le booster de vitalité comme troisième, et le quatrième, c'est la communauté. On s'est vraiment rendu compte de quand que tu as une communauté vers laquelle tu peux célébrer tes micro-actions qui vont comprendre que c'est quelque chose de bien et pas te dire, pas te parler comme ton propre cerveau qui va te dire « Oh, c'est rien, non. » Parce que c'est le pattern négatif que le cerveau amplifie toujours le négatif, qui va toujours plus voir le négatif que le positif. Donc, c'est intéressant parce qu'avec cet effet de communauté, j'ai vraiment vu. Et donc, on dirait que d'avoir eu un peu ce vide dans nos programmes cliniques, j'ai commencé à avoir plein d'idées. Ah, pourquoi qu'on ne ferait pas ça comme ça? Et là, je me suis dit, on va essayer, on va tester une formule où je verrai 10 personnes en groupe, où je les verrai 1 heure par semaine et voir justement si ça pourrait fonctionner à avoir le même genre de résultats où il y aurait du support plus rapproché. Donc ça, justement… Dans le fond, est-ce que tu parles plutôt d'une espèce de formule semi-privée, comme si on pourrait dire de suivi où tu as… dans le fond, c'est un petit peu moins individualisé, mais justement, tu vas chercher la plus-value de l'immersion puis du groupe, là, finalement. Et du groupe, exact. Et je pense que ça, c'est quelque chose que si le système de santé, parce que c'est beaucoup à propos, la majorité de nos problèmes de santé de nos jours sont beaucoup reliés à nos habitudes de vie. Et on essaie de les faire tout seul, on essaie de les changer, on nous dit qu'est-ce qu'il faudrait faire ou pas, mais on tombe tellement dans les cercles vicieux de la perfection, de l'isolement, etc., qu'on n'y arrive pas. Alors que si jamais on était capable de mettre les gens en groupe, il y a tellement de belles études qui montrent que les groupes permettent de changer les habitudes, qu'on pourrait aller encore plus loin. Et donc, c'est justement ça que je suis en train de tester une nouvelle formule pour voir, si jamais il y a certains protocoles qu'on fait qui sont un peu plus avancés, on va justement tester ça au mois d'août qu'on va commencer à contacter les personnes sur les listes d'attente. Parce qu'en octobre, on a mis une liste d'attente j'étais en train de penser, c'était drôle parce que c'est vrai qu'en octobre aussi, il y avait un nouveau protocole que j'avais mentionné quand on était en Europe. L'été dernier, j'avais fait un peu une tournée de conférences que j'avais été invitée. Et en même temps, on avait commencé, nous, c'était drôle parce qu'on a toujours eu l'envie j'ai tellement de choses que je pourrais parler. Ça a été tellement des grosses années changeantes que on a toujours voulu, nous, vivre dans une place où on avait de l'autosuffisance, où on savait d'où nos fruits et légumes venaient, dans un environnement écologique où tout est naturel et qu'on utilise les ressources naturelles, donc au niveau de l'eau, etc. Et donc, on a un peu commencé, nous c'était drôle, le 30 janvier 2021, on avait pris un vol pour aller voir mes parents, ça faisait 1 an et demi que je n'avais pas vu quand le COVID est arrivé. Et à ce moment-là, c'était le dernier vol avant que Trudeau ferme les frontières
pour Mhm. 3 mois, je pense qu'ils avaient fermé, parce que tout le monde allait dans le sud dans ce temps-là. Et c'était le dernier vol. On n'arrêtait pas de rafraîchir notre téléphone pour voir si le vol il serait annulé, mais finalement, il ne l'a été pas. Puis on est parti. Puis là, finalement, on s'est dit, ben, regarde, nous, on avait planifié d'aller voir mes parents pour 3 mois de toute façon. Et parce que de toute façon, on était tout rendu en ligne, donc ça ne changeait pas Mhm. grand-chose. Absolument. Et donc, finalement, on s'était dit, ben, après ça, on pourrait commencer à aller voir d'autres pays, voir si jamais on veut vivre ailleurs qu'au Canada. On ne savait pas trop. Et donc, et surtout que si jamais on veut faire pousser des légumes, oui, on peut le faire au Canada tout au long de l'année, mais c'est plus compliqué. Oui. Et donc, on s'est dit, ben, on va tester, voir si jamais on veut vivre à d'autres places. Donc là, on est un peu dans ce cheminement-là. Et en gros, quand que j'ai fait un peu cette tournée en Europe, ben, j'avais beaucoup de gens qui me posaient des questions. Puis là, je ne pouvais pas tant les aider parce que ça faisait longtemps qu'on avait une liste d'attente d'Européens pour nos programmes cliniques, mais il y a beaucoup, nous, on faisait des évaluations du microbiote, donc des tests qu'on ne Mhm. pouvait pas faire à l'international ou c'était plus C'est compliqué. compliqué de shipper tout ça, là, oui. Exact. Donc là, j'avais commencé un peu à dire, ben, essaie de faire ça pour ta flore, cette formule, ceci, ce produit-ci. Et il y a des personnes qui se sont améliorées et qui avaient été capables de trouver des tests quand ils étaient en voyageant, en tout cas, je ne dirais pas dans les détails, mais et ça a comme fonctionné de changer leur flore. Donc là, ça, Mhm. c'était comme ça en train d'arriver l'été avant le mois d'octobre. Et c'est comme si moi, j'ai vu un alignement de la vie qui me dit, ben, peut-être que c'est temps pour faire autre chose avec d'autres protocoles, etc., qui vont être encore plus faciles ou quoi que ce soit. Donc là, un peu tout ça arrive justement en nous. On va contacter, oh, Mhm. désolée, on Mhm. va contacter les personnes qui étaient sur notre liste d'attente. On va juste commencer avec un petit groupe. On ne va pas le publiciser. Donc, c'est vraiment, je pourrais te mettre la liste d'attente aussi si jamais des personnes qui nous écoutent veulent vraiment être notifiées en premier. Puis après ça, ben, si ça fonctionne, ben, ça va être une nouvelle façon de faire. Puis ça sera et en plus, ces programmes de groupe seraient encore plus faciles à enseigner à des professionnels que ce qu'on faisait avant, qui était très, très complexe en Mhm. termes de même lourdeur administrative. Oui. Donc, des fois, la vie est toujours en ligne. Mhm. Et je sais qu'on a passé à travers beaucoup d'informations, un peu que j'expliquais un peu, c'était quoi, moi, mes défis au niveau de ma santé? C'est quoi que j'ai remarqué qui faisait une plus grosse différence pour les gens? Puis justement, la semaine prochaine, on va faire, en fait, non, je pense que dans les prochains jours, les inscriptions vont commencer pour ce qu'on appelle le Festival de la vitalité, qui est Mhm. vraiment une semaine où les gens vont pouvoir tester c'est quoi les micro-leviers vitaux qui peuvent faire une différence dans leur vie et aussi l'effet de communauté, de célébrer en haute émotion. Et on l'a appelé justement le festival à cause qu'en neurosciences, il faut que tu célèbres en haute émotion pour pouvoir que ça fonctionne, à ce que tu réussisses. Donc, on veut enseigner les gens à célébrer leurs petits pas, leurs micro-actions pour qu'ils réussissent à les maintenir de plus en plus. Ben, Donc, en plus, tu vois, tu dis ça, ça me fait penser à, tu sais, justement, dans l'aspect de la physique quantique puis de la ouais, manifestation, ben, tu sais, on parle ouais. beaucoup justement de l'importance de prendre le temps de ressentir la gratitude pour les Oui, très acquis puissant puis la les gratitude. réussites, puis tout ça, ça aide à matérialiser ça Ouais. davantage dans notre. Fait que, tu sais, c'est tout à fait, c'est directement en lien. Là, juste peut-être pour situer les gens, là, en ce moment, on Ouais. est en train d'enregistrer l'entrevue. On est mercredi le 1er juin. Oui. L'épisode va sortir vendredi Ouais. le 3. Ouais. Donc, Donc, pour ce qui est au niveau du de moment du l'événement, c'est festival, là, quand? tu disais, ouais, c'est à peu près dans quelle date? Donc, les inscriptions vont sortir demain le 2 et le groupe va être ouvert le 8 juin. Et donc là, quand on va ouvrir le groupe, il va y avoir des premiers enseignements qui vont partir, mais la semaine du festival va commencer le 10 juin. Le vendredi 10 juin, on va faire une ouverture pour vraiment enseigner aux gens de célébrer. Puis après, ça va être du 10 juin au 17 juin. OK, parfait. Ben, qu'est-ce qu'on va faire, là, en fait? Bon, on fait de la paperasse dans l'entrevue. Tout de suite, quand on finira aujourd'hui, si tu peux m'envoyer des photos pour que je puisse faire des petites Ouais, publications déjà, parce que d'habitude, je le fais, mais c'est rare que mes enregistrements sont aussi collés sur le moment de publication. ouais, Puis, ouais. si tu pouvais m'envoyer tous les liens pour ça, je ferais déjà dès ce soir peut-être une publication pour inviter les gens à aller déjà visiter tes pages, ton TikTok, ton Instagram, Facebook, tout ça, pour être Ouais. au fait de l'événement avant que l'épisode sorte.
D'accord, De oui, on façon va à faire ça. à ce qu'ils puissent, en tout cas, Ouais, ne quand pas même manquer profiter de ça. l'information avant que ce soit trop tard. Ouais, ça ferait plaisir. Je vais pouvoir t'envoyer tout ça, exact. Ouais. Je voulais aussi revenir sur un point que tu sais, quand tu parles de l'idée de groupe, juste partager une Mhm. petite expérience Ouais. personnelle. Moi, avant de retourner aux études en kinésiologie, tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'ai eu un moment d'obésité, là, tu sais, Mhm. quand j'avais à peu près 10-12 ans, là, tu sais, Ouais. j'avais plus de coups, là, tu sais, c'était vraiment comme Ouais. très, très en surpoids. Tu sais, ça s'est amélioré au courant de l'adolescence, mais j'ai tout le temps traîné un surplus de poids qui me dérangeait, là, tu sais, même si c'était Mhm. pas nécessairement visible tant que ça, là, mais c'était surtout au niveau abdominal. Puis euh, à- autour du cégep, puis début de la vingtaine, tu sais, c'est là que j'ai commencé à plus m'entraîner, puis tu sais, essayer de vouloir activement me débarrasser de tout ça. Puis ça a toujours été très difficile, ça a été long, Mhm. ardu. Puis c'est juste rendu en 2012 que je suis tombé sur une approche qui était bien conçue. C'est un programme en ligne que j'ai acheté de des kinésiologues qui sont aussi nutritionnistes, puis euh, qui avaient une communauté, justement. Puis, Mhm. à travers ça, ben, tu sais, eux autres, ils avaient bien construit leurs choses. Tu sais, c'était quand même au début là, des Ouais, des programmes en programmes en ligne ligne. plus, où est-ce que, tu sais, Ouais. il y avait une communauté avec Facebook, il y avait un forum, il y avait tu sais, une plateforme Mhm. où est-ce que tout le monde partageait leurs choses. Il y avait des défis, des concours de Ouais. transformation, tu sais. Puis moi, Ouais. j'ai réussi à travers ça à gagner une première place de transformation Mhm. dans ma catégorie cette année-là. Puis, je dois avouer que l'aspect immersif, tu sais, justement, de pouvoir parler avec des gens, célébrer Ouais. les réussites, partager sur les difficultés puis les Ouais. challenges, d'avoir aussi toute une bibliothèque de podcasts qui se faisait Ouais. au fur et à mesure pour créer justement une espèce de micro-bulle, hein, parce que quand on fait Ouais. des changements d'habitude de Ouais. vie, Ouais. des fois, c'est difficile parce que ça marche. Parce que là, des fois, on commence à avoir des beaux résultats, on partage, puis le monde autour de nous autres Ah sont ouais. menacés par nos changements un petit peu. Ils font comme Ah, ça doit pas être bon pour la santé, ce que tu fais, ça marche, là, tu sais, ou ça marche trop vite, ça marche trop bien. Mhm. Fait que des fois, les gens se sentent menacés, puis ils peuvent tenter indirectement ou sans le vouloir de nous décourager. Puis le fait d'avoir justement des groupes de Mhm. personnes encadrés où est-ce qu'on peut Ouais. partager, poser des Ouais. questions, puis se Ouais. soutenir, ben, Ouais. ça fait que c'est plus facile de se dissocier des gens dans notre entourage immédiat qui sont peut-être pas toujours les meilleures influences pour Ouais. nous aider à travers le processus. Fait que moi, je trouve que c'est vraiment une belle formule, le Ouais, fait de trouver. on est très, très content, très content. On le voit même quand quelqu'un est en train de passer à travers une passe un peu plus difficile. Le support, l'encouragement qu'il y a dans le groupe, c'est magnifique à voir. J'ai toujours beaucoup de plaisir à lire les commentaires dans le groupe. Puis même moi, hein, continuellement célébrer mes habitudes. C'est vraiment, ce programme, c'est ce qui, moi, m'a aidé à être plus en Mhm. santé. Super. Fait que là, si mettons, tu me fais un petit résumé des services que tu offres dans le fond. Là. Ben, en fait, là, comme justement, est-ce que maintenant le nom de la compagnie, c'est sous ton nom personnel ou ou En il y a fait, un nom avec Vitalité ou c'est, c'est rendu C'est quoi là? une bonne question parce que c'est vrai que en 2015, moi et mon mari, on avait parti ensemble l'entreprise, on l'avait appelée Clinique Vie, donc c'est ce que tu Oui. avais mentionné tout à l'heure. Et quand que j'avais un peu cette envie de faire plus, de faire des programmes en ligne, etc., c'est là qu'on s'est dit, ah, ben, le nom Clinique Vie, il ne fonctionne pas parce qu'on ne veut pas que les gens pensent que c'est juste une clinique. Mhm. Et donc, c'est là qu'on avait commencé à vouloir changer le nom à Univers Vital, qui devenait un peu plus ouvert pour pas juste des programmes cliniques, une certification, que ça soit aussi tout le côté écologique qu'on aimait beaucoup aussi. Donc c'est ça, on a un peu changé, on a fait ça un peu à travers le COVID, donc ça n'a pas été... je pense qu'on a encore le site web de Clinique Mhm. Programme. Ah, mais Mais ça, moi, j'ai vu le changement dans l'infolettre, en fait, oui, qui passait exact. à Univers Vital. Donc, Exact. l'entreprise s'appelle Univers Vital. Puis, à Exact. travers ça, c'est quoi, mettons, les programmes ou services que vous offrez là, Ouais. exactement en ce moment, on va dire, là, c'est à l'heure Donc, actuelle? présentement, on a Vitalité pour moi, qui est vraiment notre membership pour changer ses habitudes. Et c'est pas Oui, mal la seule chose qu'on a. Sur parfait. notre site web, on a quand même la liste d'attente pour la certification, la liste d'attente pour les programmes cliniques, mais je sais pas. Mon gros focus, c'est que on trouve où est-ce qu'on veut habiter et qu'on fasse notre famille. Et Ben, c'est après les merveilleux, autres, ça. ben, si j'ai le temps,
on va pouvoir les faire. Puis c'est sûr que si jamais les programmes de groupe fonctionnent, hein, quand on va faire la cohorte test, donc en août, on va contacter les gens, choisir les candidatures, puis après en septembre, commencer. Donc, si jamais ce programme-là fonctionne et que justement, ça me prend 1 heure par semaine pour aider 10 personnes, ben, je le ferai. Donc, c'est un peu tout ça qui s'en vient. Et que je suis très excitée, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Cool. Ah, ben, c'est super, ça. J'aimerais ça. Ben là, dans le fond, tu nous as un peu répondu. Normalement, tu sais, à ce moment-là, Oui. je veux que tu nous parles un peu de c'est quoi, toi, tes challenges avec ça, tu sais, à travers Ouais. de ton parcours. Je pense que tu nous as bien décrit c'était quoi les parties qui étaient plus difficiles. Maintenant, on en a parlé un peu de façon générale, mais j'aimerais ça. Est-ce que tu as pas un témoignage, mais plutôt une histoire à nous partager, mettons, qui t'a vraiment marqué avec un client ou une cliente que tu sais, je sais qu'il y en a plusieurs, là, Ouais. c'est sans Ben, contredit, mais qui pourrait inspirer les gens et leur donner une petite lueur ouais. de motivation. Là. Ben, tu vois, et ça va avec une des questions que je sais que d'habitude tu poses et que c'est à propos de qu'est-ce que tu penses que les gens de ta profession pourraient faire plus Mm-hmm. pour aider les gens à justement prendre action. Et je sais que quand j'avais étudié en nutrition puis que j'étais vraiment comme plus dans ce domaine, dans le milieu hospitalier, etc., une des choses que je pense qui devrait être fait plus, c'est de ne pas assumer que les gens ne vont pas pouvoir le faire. De nos jours, on a de plus en plus d'informations qui montrent, par exemple, pour la sclérose en plaques, qu'une alimentation d'élimination, donc avec certains aliments spécifiques, fait une différence dans la gestion des symptômes, dans la progression et juste dans le style de vie que les gens vont vivre. Mais c'est quand même une diète assez difficile. Mm-hmm. Et donc, souvent, je sais que les professionnels de santé vont comme... On nous montre tellement des études qui montrent que les gens ne sont pas capables de changer leurs habitudes de vie, qu'ils assument un peu pour les gens que ça va pas être, qu'ils vont pas être capables de le faire. Ils ne sont Que pas c'est prêts à trop... faire les efforts, ouais. Exact. C'est un peu comme par exemple, des fois, quand tu as quelqu'un qui arrive et qui dit qu'il est stressé à son bilan annuel, disons, il est stressé, etc., puis qu'il est un fumeur, ben, pendant longtemps, les médecins n'osaient pas nécessairement dire, ah ben, OK, j'arrête de fumer parce qu'ils savaient que la personne vivait trop de stress. Sauf que le fait de ne pas en parler, de ne pas donner cette option et de laisser la personne choisir qu'est-ce qu'elle veut faire ou pas, ça faisait que la personne pensait indirectement que c'était correct de fumer parce qu'on n'en a pas parlé. Ah oui. Et donc, un peu, il y a ça qu'on voit beaucoup, où c'est le professionnel qui va décider qu'est-ce qu'il dit ou pas. Mais je pense, moi, que c'est plus à propos d'éduquer sur toutes les options, puis de laisser la personne faire son choix. Parce que, par exemple, j'avais un cas de sclérose en plaques. Il était tellement, pour lui, tu sais, c'était quelqu'un qui était qui travaillait dans le domaine alimentaire, etc. Donc, de changer ses habitudes, ça aurait été très, très, très difficile parce que justement, c'était pas un domaine où il fallait qu'il cuisine, etc. Puis c'était pas de la bouffe comme ce qui est fait. Et mais quand il a su qu'il y avait des choses à faire, et qu'il y avait un changement, il a fait ce changement. Il a vu des belles améliorations. J'en ai des personnes que c'était quand même assez impressionnant, non seulement les bénéfices au niveau de leur qualité de vie, de ne plus avoir de symptômes de digestifs. Beaucoup de personnes qui ont la sclérose en plaques ont beaucoup de symptômes digestifs, beaucoup de difficultés avec la chaleur, avec l'énergie, avec les douleurs. Donc, il y a certains symptômes qui peuvent être améliorés, oui, avec les habitudes, mais aussi avec des changements. Et ça ne veut pas dire que ça va être facile, mais de prendre le temps d'éduquer et même, moi, je dirais de s'informer sur le pouvoir du microbiote. Le microbiote, c'est vraiment notre flore digestive. Il y a tellement d'informations. Donc, sans que ça soit nécessairement un stress de il faut absolument que tu changes ton alimentation ou quoi que ce soit, mais d'y aller dans cette éducation, de s'informer un peu plus parce que je pense que il y a en fait que l'alimentation peut
devenir un remède avec le temps. Et donc, mais aussi que ça peut être ça, tu sais, avec mes années de pratique, j'ai vu c'est quoi un peu les actions qui font la plus grosse différence. Donc, c'est un peu ça qu'on a un peu mis comme information dans Vitalité pour moi. C'est vraiment devenu comme moi, j'appelle ça un peu mon encyclopédie maintenant, parce que toute l'information est bien organisée pour que les gens puissent se retrouver dépendamment de qu'est-ce qu'ils recherchent comme défi de santé. Donc, c'est ça que je trouve que d'en parler, de ne pas assumer, d'éduquer. Et pas juste ce cas de sclérose en plaques, pour moi, c'était comme tellement beau à voir que des fois, on a l'impression que les gens ne vont pas pouvoir changer, mais que quand ils s'informent puis qu'ils voient c'est quoi comment qu'ils souffrent, hein, souvent on a l'impression, on comprend pas entièrement, ça peut faire une différence. Et on en a plusieurs cas, comme le cas de douleurs chroniques qui avait eu une amélioration juste en améliorant son sommeil et certaines de ses habitudes. Il y a des petites choses, les choses sont reliées et oui, c'est pas à propos de manger un éléphant en une bouchée, mais c'est de vraiment voir. C'est pour ça que j'aime tellement le nom de Vitalité pour moi. C'est voir, OK, pour toi, où est-ce que tu es rendu? Voici toute l'information, choisis et commence petit à petit. Mais commence. Donc, et ça n'a pas besoin d'être énorme pour que ça fasse une différence. C'est beaucoup un peu cette éducation-là qui est comme lourde. Puis, moi, quand tu me dis ça, ça me fait monter une chose, puis c'est, je pense que je n'avais déjà parlé un peu aussi dans l'entrevue avec Sébastien Zappa, tu sais, où est-ce qu'on parlait beaucoup de respiration, tout ça. C'est que une chose que je trouve qui me manque un peu dans le monde professionnel de la santé en général, c'est là, surtout aussi, en fait, l'aspect médiatique, la pandémie, j'ai l'impression, a comme exacerbé ça un peu, au sens où là on parle de pseudosciences, puis on parle de choses qui ne sont pas vraiment appuyées sur des fondements scientifiques, ou ci, ou ça, tu sais. Puis moi, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont perdues, puis tu sais, et qui sont sous-utilisées, qui peuvent avoir des bénéfices. Puis, une de ces choses-là, qui est connue depuis très longtemps, puis qui est en fait utilisée dans les études scientifiques, dans toutes les études scientifiques maintenant, c'est l'effet placebo. Puis, tu sais, ça a le dos là, tout le monde dit « Ah, mais ça ne marche pas, c'est sûrement l'effet placebo. » Oui, mais si l'effet placebo, il t'amène 10% d'amélioration, puis que l'habitude ou l'action qui permet d'aller chercher ça nuit pas, pourquoi est-ce qu'on ne l'utiliserait pas? À qui ça fait mal? Puis c'est qu'on va éviter de présenter des solutions ou des options aux clients, aux patients, sous prétexte que c'est juste de l'effet placebo. Alors que dans tout l'éventail de ce qu'on propose, peut-être que c'est ça qui serait le plus facile à mettre en pratique, puis qui irait chercher un pourcentage d'amélioration. Fait que je pense dans l'éducation, comme tu dis, puis dans l'idée de présenter toutes les options possibles aux gens pour aller chercher une amélioration, ça devrait être considéré davantage. Et j'adore ce que tu dis parce que c'est vrai que notre système de santé a beaucoup été axé sur la maladie. Tu sais, des fois, surtout en tant que professionnel de la santé, pour moi, avoir été un peu dans les hôpitaux puis avoir vu on voit tellement de cas très avancés qui ont besoin de nous, qui ont besoin de beaucoup de médication, que quand on voit des cas qui n'ont pas tant de choses, que pour nous, c'est comme si c'est pas aussi important ces problèmes. On nous éduque un peu à regarder, OK, c'est quoi le problème? Mais il faut, un peu comme quelqu'un qui a le diabète, il faut tout de suite diminuer le sucre. Et donc, il y a de la place à ce type il faut, si quelqu'un a du sucre très élevé, il faut le diminuer rapidement. Et d'un autre côté, notre système de santé n'est pas fait pour que, par exemple, les médecins puissent prendre du temps à faire cette éducation-là. Ils sont vraiment payés à l'acte. Donc, mais de nos jours, on a Internet. Donc, il pourrait y avoir des programmes qui sont, et justement, quelque chose que les gens aiment beaucoup de Vitalité pour moi, et un peu de ma façon d'enseigner, c'est que moi, je mets toutes les sources scientifiques, toutes les études. En fait, j'adore, moi, les études scientifiques. Donc, et c'est un peu ça que moi, quand j'ai fait ma certification en médecine fonctionnelle, et je ne sais pas si je l'ai dit au début, mais juste pour reclarifier, c'est pas de la médecine, c'est vraiment juste comme le nom de l'approche parce que c'est des médecins qui l'ont créé à la base, mais c'est vraiment juste une façon de voir les choses en utilisant le style de vie. La majorité des choses que je vais parler, c'est la flore, comment nourrir la flore. Oui, on va utiliser des fois certains suppléments comme des probiotiques, etc., avec des souches spécifiques qui vont faire une différence, mais
Ce qui m'avait beaucoup choqué, c'était que dans ma certification, il me montrait tellement d'études scientifiques. Donc, il y en a, sauf que n'importe quel professionnel n'aura pas le temps de commencer à éduquer et montrer tout ça. Donc, des programmes en ligne sont vraiment parfaits pour ça. Puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup de professionnels dans les programmes, de professionnels de la santé. J'en ai eu beaucoup. Les infirmières, c'est ma plus grosse profession qui sont dans nos programmes. Après ça, c'est les médecins. C'est vrai que j'ai eu quand même assez de psychologues aussi. C'est quand même assez drôle. Donc, et c'est ça que les gens aiment de moi. C'est mes sources scientifiques sont toujours là et j'ai un peu cette passion pour montrer, ah, regarde cette étude, il y a des preuves. Est-ce que comme juste 5 minutes dans la nature, qu'est-ce que ça peut faire? Et que si jamais tu restes plus longtemps que 5 minutes, ça a moins d'effet. Donc, 5 minutes, c'est plus puissant que 10 ou 30. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui sont quand même assez intéressantes que quand on a des preuves, ça nous inspire encore plus à vouloir le faire. Donc, oui, absolument. Absolument. C'est certain. Donc, l'éducation. C'est surtout ça. Super. Ben, hey, pour vrai, tu sais, honnêtement, bon, tu sais, moi, d'habitude, j'ai une approche plus structurée. Là, tu avais tellement bien intégré l'approche que, tu sais, j'ai comme l'impression qu'on a fait vraiment un beau tour d'horizon de tout ça. Sur justement l'apprentissage de l'approche de la médecine fonctionnelle. Puis ton parcours aussi. Puis j'ai vraiment hâte Moi, je trouve ça intéressant. Là, je suis beaucoup tes petites vidéos sur TikTok aussi et compagnie. Il y a vraiment il y a de l'humour, il y a des capsules qui sont super intéressantes. Puis on apprend beaucoup de choses. Fait que je vous invite. De toute façon, on met tous les liens dans les commentaires du podcast pour que vous puissiez être capable d'aller visiter ça. Puis comme ben là, je le dis, ça n'a pas vraiment de sens parce que vous allez écouter ça, puis vous allez probablement l'avoir déjà vu, mais on va publier à l'avance ces ressources-là pour que vous puissiez profiter de vous inscrire pour l'événement qui s'en vient là, du festival. Comment est-ce qu'il s'appelle encore? Le Festival de la vitalité. Festival de la vitalité. Voilà, on dirait que on se sent, juste par le nom, on se sent déjà titillé, énergisé. Alors, pour moi, c'est comme, comment faire rimer santé avec plaisir, c'est ça la clé pour le changement. Ben oui, donc c'est ça qu'on voit aussi beaucoup dans mes vidéos, faire rire et enseigner, on le retient encore plus, donc toujours du plaisir, des hautes émotions de positives. Absolument. Puis des fois, quand c'est un peu niaiseux aussi, on dirait que, tu sais... on s'en rappelle plus. Oui, absolument. Je ne sais pas si c'est vrai pour tout le monde. En tout cas, moi, dans mon cas, c'est une rétention assurée. Fait que, je sais pas, est-ce qu'il y aurait des choses que tu aurais aimé ajouter? Non, je pense qu'on a fait un super beau tour. Je sais aussi qu'on n'a pas été un peu comme ce que tu fais habituellement, mais j'étais tellement emballée de parler. Souvent, moi, j'aime beaucoup parler. Non, oui, mais tu rayonnes quand tu parles, fait que c'est le fun. On te regarde, on t'écoute, puis c'est juste merveilleux. Là. Merci. Puis, de toute façon, ben, gars, on a couvert toute l'information qui était importante, quant à moi, dans le cadre de l'émission. Fait que c'est merveilleux. Donc, ben, là-dessus, merci beaucoup, Natacha, de ton partage, de ta générosité. Merci tout le monde d'être là. Puis, comme d'habitude, je vous incite, qu'est-ce qui vous monte en écoutant l'épisode, tout ça, commentez n'importe où, que ce soit sur ma page Facebook, Simon Bernard Kinésiologue, que ce soit sur YouTube en dessous du podcast. Si vous voulez me communiquer par message privé, lâchez-vous là. Si vous avez des questions pour Natacha, n'ayez pas peur de la contacter, vous allez avoir les liens puis tout ça. Vous avez des choses que vous aimeriez challenger ou peu importe, là, interagissez avec nous, c'est ça qui nous fait vivre, on aime ça. Puis, ben, sinon, pour le reste aussi, oui, je voulais vous demander si vous avez des gens que vous aimeriez voir passer au podcast, que vous dites, hey, là, lui, là, me semble c'est intéressant ce qu'il fait, il y aurait sûrement des opinions très, très intéressantes sur le sujet, ben allez-y, moi, je ne connais pas tout le monde, tu sais, là, c'est en expansion, là, tout ça. Donc, merci d'avance de votre collaboration. Alors, je pense que ça fait un beau tour. C'était Simon Bernard et Natacha Azrak pour un 9e épisode de Comment ça pourrait être mieux. On se revoit très bientôt. Bye bye. Bye.